Bonsoir, bienvenue à Inside News Review. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse qui résonne avec une actualité brûlante. Une actualité qui secoue le monde depuis les premières heures de cette année 2026. À Caracas, dans la nuit, des hélicoptères américains ont survolé le ciel vénézuélien. Des explosions ont retenti. Et au petit matin, le président Donald Trump a annoncé sur les réseaux sociaux que Nicolás Maduro, président du Venezuela depuis 2013, héritier politique de Hugo Chavez, avait été capturé avec son épouse Cilia Flores et extrait du pays. L'opération, baptisée Absolute Resolve, a duré moins de 30 minutes. Maduro se trouve désormais à New York, où il fait face à des accusations de narcoterrorisme devant le tribunal fédéral du Southern District. Trump a déclaré, et je cite, « Nous allons administrer ce pays jusqu'à ce qu'une transition de pouvoir sûre et appropriée puisse avoir lieu. » Ce moment marque une rupture. La dernière fois que les États-Unis ont directement capturé un chef d'État en Amérique latine, c'était Manuel Noriega au Panama en 1989. Il y a exactement 36 ans, jour pour jour. La coïncidence est troublante. Elle n'est sans doute pas fortuite. Mais ce soir, notre regard se porte au-delà de Caracas. Il traverse l'Atlantique pour se poser sur Kinshasa, sur Goma, sur Bukavu, sur ces provinces orientales de la République démocratique du Congo, où la guerre, depuis des décennies, dévore des vies par millions. Car entre le Venezuela et la RDC, il existe un fil rouge que nous allons tirer ensemble au cours de cette émission. Ce fil, c'est celui des ressources naturelles, du pétrole vénézuélien au cobalt congolais, de la souveraineté énergétique à la servitude minière, des promesses de redistribution aux réalités de la spoliation. Et décembre 2025, à Washington, le président Félix Tshisekedi a signé avec Paul Kagame, sous le regard approbateur de Donald Trump, ce que l'on appelle désormais les accords de Washington. Ces accords comportent un volet sécuritaire, un volet d'intégration régionale et un volet économique portant sur les minerais stratégiques. Les États-Unis ont obtenu un droit de première offre sur les projets miniers congolais. Le parallèle avec le Venezuela n'est pas abstrait, il est structurel. Aujourd'hui, nous posons une question simple dans sa formulation, complexe dans ses implications. Que se passerait-il si un dirigeant congolais adoptait la posture de Chavez, de Maduro? Que se passerait-il si un leader africain décidait de remettre en cause les termes de ces accords au nom du peuple? L'histoire du Venezuela nous offre une réponse. Elle n'est pas rassurante. Venons d'abord aux faits. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, entre 2h et 3h du matin heure locale, les habitants de Caracas ont été réveillés par des explosions. 7 détonations au moins, selon les témoignages recueillis par l'Associated Press. Des colonnes de fumée se sont élevées au-dessus du complexe militaire de Fortuna, où résidait Maduro. Des traceurs lumineux ont strié le ciel. Des hélicoptères, des Black Hawks, selon les analystes militaires, ont survolé la capitale. Selon un officiel du parti au pouvoir, Naum Fernandez, Maduro et son épouse ont été capturés à leur domicile, à l'intérieur même de l'installation militaire. L'équipe d'assaut du FBI, le Hostage Rescue Team, était présente sur le terrain. Les forces spéciales américaines, vraisemblablement les Delta Force, selon les rapports du Pentagone, ont mené l'opération principale. Maduro a d'abord été transféré à Guantanamo Bay, puis transporté par avion vers New York. Trump a publié sur Truth Social une photographie montrant Maduro à bord de l'USS Iwo Jima. Le message qui accompagnait l'image était bref. Nicolás Maduro on board de USS Iwo Jima. L'acte d'accusation, rendu public par la procureure générale Pam Bondi, évoque des charges de narcoterrorisme, de complicité dans le trafic de cocaïne et de direction d'organisations criminelles étatiques. Ces charges ne sont pas nouvelles. En 2020, durant le premier mandat de Trump, le Department of Justice avait déjà inculpé Maduro. La prime pour son arrestation était passée de 15 millions de dollars sous Trump
à 25 millions sous Biden, puis à 50 millions en août 2025, après que l'administration Trump eut désigné le cartel de Los Soles comme organisation terroriste étrangère. La vice-présidente Delcy Rodriguez, dans une allocution télévisée diffusée quelques heures après la capture, a qualifié l'opération d'atrocité et d'enlèvement illégal et illégitime. Elle a exigé la libération de Maduro, qu'elle continue de désigner comme le président légitime du Venezuela. La Cour suprême vénézuélienne lui a ordonné d'assumer la présidence pour garantir la continuité administrative de la nation. Trump, lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago, a affirmé que Rodriguez avait parlé avec le secrétaire d'État Marco Rubio et qu'elle était essentiellement disposée à faire ce que nous pensons nécessaire pour rendre le Venezuela à nouveau grand. Cette affirmation n'a pas été confirmée par le gouvernement vénézuélien. Rodriguez n'a fait aucune mention d'une telle conversation dans son allocution. L'opération militaire soulève des questions immédiates sur sa légalité au regard du droit international. Mais pour comprendre les ressorts profonds de cette intervention, il faut remonter le fil du temps, revenir aux origines du conflit entre Washington et Caracas. Ce conflit porte un nom, le pétrole. Et il commence véritablement avec l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez en 1998. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. 302,8 milliards de barils selon les estimations de 2017. Ce chiffre dépasse ceux de l'Arabie Saoudite. Dès les années 1920, les compagnies américaines Standard Oil et Gulf Oil en tête ont investi massivement dans l'extraction du brut vénézuélien. En 1929, le Venezuela était devenu le deuxième producteur mondial, juste derrière les États-Unis. En 1976, le président Carlos Andrés Pérez nationalise l'industrie pétrolière et crée Petróleos de Venezuela S.A., la PDVSA. Les compagnies étrangères perdent le contrôle direct des gisements, mais elles reviennent dans les années 1990 par le biais de contrats de services et de partenariats. Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil s'installent dans le bassin de l'Orénoque où se concentrent les réserves de brut lourd. Puis vient Chavez. Élu en 1998, il incarne une rupture. Son programme, la révolution bolivarienne, vise à utiliser les revenus pétroliers pour financer des programmes sociaux destinés aux plus pauvres. En 2001, il promulgue la loi organique sur les hydrocarbures qui affirme la propriété étatique sur toutes les réserves de pétrole et de gaz, réserve les activités d'exploration et d'extraction aux entreprises publiques et relègue les compagnies privées aux activités de raffinage et de commercialisation en aval. Les résultats sont tangibles, du moins dans un premier temps. Entre 2003 et 2007, selon les données de la Banque mondiale, le taux de pauvreté au Venezuela chute de 55% à 27%. Les missions bolivariennes offrent des soins de santé gratuits, des programmes d'alphabétisation, des subventions alimentaires, des logements sociaux. Le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités, tasse de 0,50 à 0,39, faisant du Venezuela le pays le plus égalitaire d'Amérique latine. Mais Washington observe avec inquiétude. En 2002, un coup d'État manqué contre Chavez porte les empreintes de la CIA, selon de nombreux analystes. Chavez survit, consolide son pouvoir et poursuit sa politique de nationalisation. En 2006-2007, il ordonne à toutes les compagnies étrangères opérant dans la ceinture de l'Orénoque de convertir leurs projets en coentreprises majoritairement détenues par l'État, avec PDVSA possédant au minimum 60% des parts. ExxonMobil et ConocoPhillips refusent. Leurs actifs sont saisis. Elles engagent des procédures d'arbitrage international. En 2014, un tribunal de la Banque mondiale condamne le Venezuela à verser 1,6 milliard de dollars à ExxonMobil. Chevron, elle, accepte les nouvelles conditions et reste. Cette décision lui permettra, des années plus tard, d'obtenir une licence spéciale pour continuer à opérer malgré les sanctions américaines. Les sanctions,
Justement, elle commence dès 2005, en représailles aux nationalisations. Elle s'intensifie après la mort de Chavez en 2013 et l'arrivée au pouvoir de Maduro. En 2017, l'administration Trump impose des restrictions financières. En 2019, elle cible directement la PDVSA, bloquant l'accès au système financier américain et interdisant la plupart des exportations de brut vers les États-Unis. Les sanctions économiques, présentées comme des outils de pression diplomatique, ont des effets concrets sur la population vénézuélienne. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus large que les analystes qualifient de guerre hybride. Cette stratégie, appliquée au Venezuela, offre un cadre d'analyse pertinent pour d'autres régions du monde, notamment l'Afrique centrale. La notion de guerre hybride désigne l'utilisation coordonnée de la coercition économique, de l'étranglement financier, de la guerre de l'information, de la manipulation juridique, de l'isolement diplomatique et de la violence sélective pour déstabiliser des projets politiques souverains sans recourir à une invasion à grande échelle. L'objectif n'est pas la conquête territoriale, mais la soumission politique. Discipliner les États qui tentent la redistribution, la nationalisation ou une politique étrangère indépendante. Au Venezuela, cette guerre a pris plusieurs formes. Les sanctions ont réduit la production pétrolière de 3,5 millions de barils par jour en 1998 à moins d'1 million aujourd'hui. L'hyperinflation a ravagé l'économie entre 2014 et 2024. Près de 8 millions de Vénézuéliens ont fui le pays. La population, pas le régime, a payé le prix le plus lourd. Et République démocratique du Congo, la guerre ne s'appelle pas hybride. Elle s'appelle M23, FDLR, ADF, Wazalendo. Elle porte les noms de dizaines de groupes armés qui se disputent le contrôle des zones minières dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Selon les Nations Unies, depuis 1996, au moins 6 millions de Congolais sont morts dans ces conflits, des suites directes des violences ou des conditions de vie engendrées par la guerre. En 2025, 7,8 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, un record historique. Plus de 27 millions de Congolais ont besoin d'assistance humanitaire. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a qualifié à 2 reprises cette décennie la crise congolaise de crise de réfugiés la plus négligée au monde. L'indifférence internationale est proportionnelle à l'intérêt économique. La RDC possède 70% des réserves mondiales de cobalt, un métal essentiel aux batteries lithium-ion qui alimentent les véhicules électriques et les appareils électroniques. Elle détient des gisements considérables de coltan, de cuivre, de lithium, de diamants, d'or. Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies de juin 2024 documente comment le Rwanda falsifie ses données de production nationale pour dissimuler l'intégration de minerais congolais blanchis dans ses exportations. Depuis que le M23 a pris le contrôle de la mine de Rubaya dans le territoire de Masisi, les exportations de coltan du Rwanda ont doublé. Les négociants versent une taxe de $3 000 par tonne de coltan et $2 000 par tonne de cassitérite au M23 pour faire transiter leurs marchandises vers le Rwanda via Tongo Kalengera. La différence entre le Venezuela et la RDC tient dans les moyens de la déstabilisation. Au Venezuela, la création de rébellions armées s'est révélée difficile dans un pays relativement homogène et urbanisé. La pression s'est exercée par les sanctions, la guerre économique, le soutien à l'opposition politique. En RDC, un pays continent, fragmenté par l'histoire coloniale, traversé par des tensions ethniques instrumentalisées, la prolifération des groupes armés offre un levier de déstabilisation permanente. Les rébellions se lèvent, selon les mots d'un observateur, pour des raisons inutiles et bêtes, comme des carrés miniers. Mais derrière ces raisons apparentes se cachent des intérêts économiques et géopolitiques considérables. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les accords de Washington, signés le 4 décembre 2025. Ces accords, présentés comme une avancée vers la paix, soulèvent des questions sur leur véritable nature et leurs bénéficiaires réels. Pour les analyser, il faut examiner leur contenu, mais aussi ce qu'ils omettent.
Le 4 décembre 2025, à l'Institut américain pour la paix, rebaptisé pour l'occasion Institut Donald Trump pour la paix par le département d'État, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont signé les accords de Washington pour la paix et la prospérité, sous le regard de Donald Trump. Étaient également présents les présidents de l'Angola, du Kenya, du Burundi, du Togo, ainsi que la vice-présidente de l'Ouganda. Ces accords comportent 3 volets. Le premier concerne la paix et la sécurité, retrait des troupes rwandaises de la RDC, désengagement et désarmement des groupes armés non étatiques, création d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Le second volet porte sur l'intégration économique régionale. Le troisième, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, consiste en des accords bilatéraux entre les États-Unis et chacun des 2 pays sur l'exploitation des minerais stratégiques. L'accord particulier entre les États-Unis et la RDC, signé en novembre 2025, établit un partenariat stratégique pour renforcer la paix, la stabilité et le développement économique. Son article X3 crée une réserve d'actifs stratégiques regroupant des actifs miniers critiques et accorde aux entreprises américaines un droit de première offre sur les projets associés. En termes simples, les compagnies américaines ont un accès prioritaire aux minerais congolais. Trump a déclaré lors de la cérémonie que les 2 dirigeants allaient passer beaucoup de temps à se donner des accolades et à se tenir la main, et que tout le monde allait gagner beaucoup d'argent. Tshisekedi a salué le début d'un nouveau chemin, tout en prévenant qu'il serait exigeant et assez difficile. Kagame a averti que la mise en œuvre connaîtrait des hauts et des bas. Sur le terrain, les combats n'ont pas cessé. Le jour même de la signature, des affrontements opposaient le M23 et l'armée congolaise dans la province du Sud Kivu. Le M23 contrôle Goma et Bukavu, les capitales provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu, depuis janvier et février 2025. L'accord de cessez-le-feu signé à Doha avec le M23 a été violé par les 2 parties. L'ancien président Joseph Kabila a qualifié les accords de théâtre diplomatique, soulignant l'absence du M23 et des autres groupes armés à la table des négociations. Des militants des droits civiques congolais ont décrit un accord où ni l'un ni l'autre des signataires n'est sincère dans ses engagements. Le Rwanda refuse de retirer ses troupes tant que les FDLR ne sont pas neutralisés. La RDC insiste pour que les 2 processus soient simultanés et le cessez-le-feu est violé quotidiennement. La question que posent ces accords est celle du bénéficiaire réel. Les populations de l'Est congolais qui vivent dans des camps de déplacés surpeuplés, qui fuient les massacres, qui sont exposés au choléra et aux violences sexuelles, verront-elles leur situation s'améliorer? Ou ces accords servent-ils d'abord à sécuriser l'accès des puissances extérieures aux richesses du sous-sol congolais? Pour répondre à cette question, il faut examiner les réactions internationales à l'opération vénézuélienne. Ces réactions révèlent les lignes de fracture géopolitique actuelles et permettent de mieux comprendre les rapports de force qui s'exercent également en Afrique centrale. La capture de Nicolás Maduro a provoqué une onde de choc diplomatique dont les vibrations dessinent une carte mondiale de l'hypocrisie. Les réactions internationales, bien qu'en apparence divisées, révèlent ce qu'on pourrait appeler le théâtre des doubles standards, où l'indignation est une monnaie d'échange plutôt qu'une posture morale. D'un côté, le bloc multipolaire s'est empressé de monter au créneau. La Chine s'est déclarée profondément choquée et a fermement condamné cet usage flagrant de la force, tandis que la Russie qualifiait l'opération d'acte d'agression armée. L'Iran a hurlé à la violation flagrante de la souveraineté et le président brésilien Lula a dénoncé un précédent extrêmement dangereux. Mais ne nous y trompons pas, ce cœur des indignations résonne à vide. Ces puissances qui dénoncent aujourd'hui l'impérialisme américain sont les mêmes qui, au sein du Conseil de sécurité, jouent au même jeu cynique pour préserver leur propre zone d'influence. Elles condamnent les États-Unis non pas par principe,
mais parce qu'elles n'ont pas été invitées à la table du partage. Ce silence opérationnel du bloc multipolaire cache en réalité la diplomatie des accords tacites, une sorte de Yalta 2.0, où les souverainetés des pays du tiers-monde sont troquées contre des intérêts stratégiques majeurs. Il existe une symétrie troublante dans ce désordre mondial. Autant les États-Unis peuvent laisser une large marge de manœuvre à la Russie en Ukraine. Autant il semble exister un pacte de non-intervention mutuelle concernant le Venezuela. On peut y voir le même reflet cynique dans le dossier de Taïwan, où Pékin et Washington s'observent, prêts à échanger un silence ici contre une concession là-bas. Dans ce contexte, les gesticulations russes ou chinoises à l'ONU ne sont que de la poudre aux yeux. Le Conseil de sécurité reste ce club fermé où les membres permanents condamnent au gré de leur volonté pour s'assurer qu'ils restent les seuls gagnants, maintenant les pays émergents dans une position de servitude minière ou énergétique. L'hypocrisie occidentale atteint son paroxysme lorsque l'on observe la justification de l'acte de propriété sur les ressources. Stephen Miller, conseiller de Donald Trump, a brutalement déclaré que le pétrole vénézuélien appartient aux États-Unis. Cette affirmation transforme le droit international en un simple contrat de saisie, effaçant d'un trait de plume la souveraineté nationale au profit d'un narratif de narcoterrorisme qui transforme un chef d'État en cible légitime. L'Union européenne, par la voix de Kaja Kallas, joue sa partition habituelle. Elle rappelle les principes du droit international tout en notant que Maduro manquait de légitimité, offrant ainsi une couverture morale à l'usage de la force. C'est ce double standard qui est le plus destructeur. On invoque la légalité quand cela arrange les affaires et on l'ignore quand il s'agit de rendre le Venezuela à nouveau grand ou de sécuriser l'accès aux minerais. Pour la République démocratique du Congo, ce spectacle est un avertissement direct. Les réactions internationales nous montrent que si un dirigeant congolais décidait un jour d'adopter la posture de Chavez ou de Maduro pour réclamer une souveraineté réelle sur le cobalt ou le coltan, il se retrouverait face à la même solitude. Les partenaires autoproclamés du bloc multipolaire pourraient bien publier des communiqués de presse incendiaires, mais ils ne lèveraient pas le petit doigt si leurs propres intérêts étaient garantis par le successeur. Les accords de Washington de décembre 2025, avec leur fameux droit de première offre sur les minerais stratégiques, ne sont que la version contractuelle de l'opération militaire de Caracas. Le monde préfère compter les tonnes de minerais que les corps dans les fosses communes. Et l'indifférence internationale reste proportionnelle à l'intérêt économique. La réalité est que le droit international est un vêtement que les puissants enfilent pour donner des leçons au tiers-monde et qu'ils retirent dès qu'ils passent à table pour dépecer ses ressources. Ces réactions internationales dessinent une carte géopolitique où les positions dépendent des intérêts économiques et des alliances stratégiques. Elle pose une question directe pour la RDC. Qu'adviendrait-il si un dirigeant congolais adoptait la posture de Chavez ou de Maduro? Ce qui vient de se produire au Venezuela doit être compris comme un avertissement adressé à tous les dirigeants de nations riches en ressources stratégiques. Mais pour la République démocratique du Congo, ce signal prend une dimension particulière. Car au Congo, la prédation n'est pas une menace future. C'est une réalité vécue depuis 30 ans. Depuis 1996, la RDC est le théâtre de ce que certains analystes qualifient de génocide économique. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 6 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes nécessitant une aide humanitaire. Et au cœur de cette tragédie, une constante, la richesse du sous-sol congolais, estimée à 24 000 milliards de dollars, continue de quitter le pays, tandis que 64% de la population survit avec moins de 2,15 $ par jour. Cette disproportion n'est pas le fruit du hasard ou de l'incompétence. Elle est le résultat d'un système méticuleusement construit. Le Code minier de 2002, rédigé sous la tutelle de la Banque mondiale, a offert aux multinationales des redevances dérisoires
de 2% au moment précis où les cours du cobalt et du cuivre s'apprêtaient à exploser. Un audit récent de la Cour des comptes congolaise révèle que les compagnies minières ont sous-déclaré 16,8 milliards de dollars de revenus entre 2018 et 2023. 16 milliards. C'est davantage que le PIB annuel de nombreux pays africains. C'est de l'argent qui aurait pu construire des hôpitaux, des écoles, des routes. Il a disparu dans les bilans comptables de Glencore, de CMOC, d'Ivanhoe Mines. Les corporations occidentales et chinoises extraient 70% du cobalt mondial du sol congolais. La Chine en raffine 80%. La RDC, elle, ne conserve que les trous béants des mines à ciel ouvert et les poumons malades des creuseurs artisanaux, dont 40 000 enfants selon l'UNICEF. Pour comprendre l'impasse congolaise, il faut remonter à 1996. Cette année-là, le Rwanda et l'Ouganda ont orchestré la chute de Mobutu en installant Laurent-Désiré Kabila à la tête d'une rébellion. Paul Kagame lui-même a admis dans une interview au Washington Post en 1997 que son pays avait planifié et exécuté l'offensive militaire de l'AFDL. Le chef d'état-major des forces armées congolaises n'était autre que James Kabarebe, un officier rwandais. Lorsque Laurent-Désiré Kabila a tenté de s'émanciper de ses tuteurs rwandais en 1998, ordonnant l'expulsion des troupes étrangères, la réponse a été immédiate. Une nouvelle guerre, dite Seconde Guerre du Congo, qui a fait plus de 2 millions de morts. En 2001, Kabila père était assassiné par l'un de ses gardes du corps. Son fils Joseph, formé militairement sous la supervision de James Kabarebe, selon plusieurs sources, lui a succédé. Les allégations concernant les origines rwandaises de Joseph Kabila, qu'il s'appelle en réalité Hippolyte Kanambe et soit le neveu de James Kabarebe, n'ont jamais été prouvées de manière concluante. Mais un fait demeure. Pendant 18 ans de présidence, de 2001 à 2019, Kabila a maintenu des relations complexes avec le Rwanda et n'a jamais réussi, ou voulu, mettre fin à l'instabilité dans l'Est. En septembre 2025, un tribunal militaire congolais l'a condamné à mort par contumace pour trahison et collaboration avec le M23. Le gouvernement affirme qu'il est le cerveau derrière les offensives rebelles. Son parti politique dénonce une décision politique et injuste. Paul Kagame a construit un narratif de légitimation imparable. Selon lui, les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, composées de descendants des génocidaires de 1994 réfugiés au Congo, représentent une menace existentielle pour le Rwanda. Dans une interview à Foreign Affairs, Kagame a déclaré « C'est une question de nos vies, de notre histoire, de notre identité, de notre existence même. Cette rhétorique transforme toute opposition au Rwanda en apologie du génocide. Elle justifie, aux yeux de Kigali, des interventions militaires permanentes sur le sol congolais. Peu importe que les experts de l'ONU estiment les capacités militaires réelles des FDLR bien en deçà de la menace existentielle invoquée. Peu importe que 4000 soldats rwandais, selon ces mêmes experts, se battent aux côtés du M23 en territoire congolais. Le Rwanda fait ce qu'il faut faire pour sa survie. Et cette survie, elle passe par les mines. Le M23 contrôle désormais la mine de coltan de Rubaya. Les exportations rwandaises de coltan ont doublé après la prise de contrôle de cette zone par les rebelles. Le Rwanda taxe le transit du coltan congolais à $3000 la tonne. Kagame lui-même a déclaré dans une interview à CNN en février 2025 qu'il ne savait pas si des troupes rwandaises se trouvaient en RDC. Lui, qui est pourtant commandant en chef des forces armées. Cette dénégation absurde révèle la nature de l'opération. Une guerre de pillage menée sous couvert de sécurité nationale. Imaginons, un dirigeant congolais émerge. Il tient un discours qui résonne avec la colère de 92% de la population vivant avec moins de $3 par jour. Il déclare « Le cobalt est à nous. Les profits doivent rester ici. »
Il annonce la révision des contrats miniers, la nationalisation des gisements stratégiques, l'expulsion des compagnies qui refusent de renégocier. Un Chavez congolais. Que se passerait-il? La réponse est inscrite dans l'histoire récente. Pas besoin de spéculer. Il suffit de lire les déclarations de Kagame. Le Rwanda fera tout ce qu'il faut pour se protéger. Personne, ni les Nations Unies, ni la communauté internationale ne le fera à notre place. Lisez ce que vous voulez de ce que je vous dis. Contrairement au Venezuela, où les États-Unis ont dû planifier une opération militaire complexe impliquant 150 aéronefs et des forces spéciales, la déstabilisation du Congo est infiniment plus simple. L'infrastructure de destruction existe déjà. Le M23 compte 8000 combattants. Le Rwanda dispose de 4000 soldats sur place. Plus de 100 groupes armés pullulent dans l'Est. Les Wazalendo, ces milices locales armées par Kinshasa pour combattre le M23, fragmentent encore davantage le contrôle territorial. Un leader nationaliste congolais ne serait pas capturé par des forces spéciales américaines. Il serait kabylaïsé. Accusé de collaboration avec les FDLR, donc de sympathie génocidaire. Condamné à mort par contumace, contraint à l'exil ou pire. Les États-Unis sont les gouverneurs de facto de l'Amérique latine depuis la doctrine Monroe. Ils ont renversé des gouvernements au Guatemala, au Chili, au Panama. Ils viennent de capturer le président du Venezuela. Le message est clair. Aucun dirigeant de l'hémisphère ne peut défier Washington sans risquer l'élimination politique ou physique. Le Rwanda occupe une position analogue vis-à-vis du Congo oriental. Kigali ne contrôle pas officiellement Kinshasa, mais il contrôle l'instabilité. Il contrôle les flux de minerais, il contrôle via le M23 et ses alliés des pans entiers du territoire. Les présidents congolais gouvernent sous sa permission tacite. Joseph Kabila l'a fait pendant 18 ans, Félix Tshisekedi tente aujourd'hui de s'en émanciper. Le prix à payer est une guerre qui a déjà tué 7000 personnes en 2025. La différence entre Maduro et un hypothétique Chavez congolais tient à ceci. Maduro a survécu 25 ans avant d'être neutralisé. Un nationaliste congolais ne durerait peut-être pas 25 mois. La facilité de créer des rébellions en Afrique, comme le notent les analystes, offre un raccourci redoutable pour éliminer les dirigeants récalcitrants sans mobiliser de porte-avions. Il y a une absence criante dans tout ce récit. Où est le peuple congolais? Où est le peuple vénézuélien? Au Venezuela, 8 millions de personnes ont fui leur pays. L'hyperinflation a transformé la classe moyenne en mendiants. Les hôpitaux manquent de médicaments. Les enfants souffrent de malnutrition. Tout cela avant même la capture de Maduro. Les sanctions américaines, censées libérer le peuple, ont accéléré son agonie. En RDC, 7 millions de déplacés errent d'un camp à l'autre. À Goma, 700 000 personnes se sont entassées dans la ville depuis 2022, fuyant les combats entre le M23 et l'armée congolaise. Les femmes subissent des viols systématiques utilisés comme armes de guerre. Les enfants sont enrôlés de force ou envoyés dans les mines. La fondation Panzi du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, ne cesse de documenter ces atrocités. Lorsque Donald Trump annonce que les compagnies pétrolières américaines vont reconstruire le Venezuela, à qui profite cette reconstruction? Lorsque les accords de Washington promettent 500 milliards de dollars d'investissement en RDC sur 15 ans, qui encaissera ces retombées? Les mêmes multinationales qui ont sous-déclaré 16,8 milliards de revenus, les mêmes intermédiaires qui blanchissent le coltan de contrebande via le Rwanda. La transition énergétique mondiale, cette révolution verte censée sauver la planète, repose sur l'extraction de cobalt congolais par des enfants travaillant dans des conditions que l'Occident qualifierait d'esclavage si elles existaient sur son sol. Chaque batterie de Tesla, chaque iPhone, chaque ordinateur portable contient une parcelle de cette souffrance invisible. Les mouvements citoyens congolais, Lucha et Filimbi, tentent de mobiliser la jeunesse. Ils dénoncent la corruption locale et la complicité internationale. Ils réclament une souveraineté réelle
pas la souveraineté de papier des traités et des discours officiels, mais leur voix peine à traverser les frontières. Le monde préfère compter les tonnes de cobalt que les corps dans les fosses communes de l'Est. Nicolás Maduro était-il un bon dirigeant ? La question est presque déplacée. Ce qui est certain, c'est que sa chute n'a pas été décidée par le peuple vénézuélien dans un processus démocratique. Elle a été planifiée à Washington, exécutée par des forces spéciales et justifiée par un narratif de narcoterrorisme qui transformait un chef d'État en cible légitime d'assassinat. Le lendemain de sa capture, les compagnies pétrolières américaines négociaient déjà leur retour. Si un vrai Chavez congolais émergeait demain, il ne serait pas capturé par des bérets verts. Il serait renversé par une offensive rebelle financée par le coltan qu'il aurait tenté de nationaliser. Son corps serait peut-être retrouvé dans une fosse, comme celui de Patrice Lumumba il y a 65 ans, assassiné pour avoir osé prononcer les mots indépendance et dignité. C'est cette réalité que le monde refuse de voir. Nous voici au terme de cette analyse, mais ce n'est pas à nous, journalistes, de conclure. Les questions qui suivent s'adressent directement aux Congolaises et aux Congolais. La souveraineté est-elle encore possible ? Les accords de Washington promettent des investissements colossaux. Mais à quel prix ? L'article 11.3, ce droit de première offre accordé aux entreprises américaines, ressemble étrangement au contrat léonin du passé. Le contrat SICOMINE avec la Chine a-t-il apporté les infrastructures promises ? Les routes sont-elles construites ? Les hôpitaux fonctionnent-ils ? Peut-on faire confiance aux partenaires autoproclamés ? Les États-Unis viennent de démontrer qu'ils peuvent capturer un président en exercice pour reprendre le contrôle de son pétrole. Stephen Miller, conseiller de Trump, a déclaré que le pétrole vénézuélien appartient aux États-Unis. Si demain les minerais congolais deviennent plus stratégiques que le pétrole, qui empêchera Washington d'appliquer le même traitement à Kinshasa ? Le Rwanda peut-il être un partenaire de paix ? Paul Kagame signe des accords à Washington le 4 décembre 2025. Le même jour, les combats se poursuivent dans l'Est. Le M23 contrôle Goma et Bukavu. Les exportations rwandaises de coltan explosent. Est-ce une coïncidence ? Que signifie développement quand 92% de la population vit avec moins de $3 par jour ? Les multinationales promettent des emplois. Mais quels emplois ? Creuseurs artisanaux dans des puits de fortune ? Ouvriers dans des mines industrielles qui rapatrient leurs profits à Londres ou Pékin ? Le développement sans transformation locale du minerai, sans valeur ajoutée conservée au Congo, n'est qu'un autre mot pour désigner le pillage. Qui parlera pour les morts ? 6 millions de victimes depuis 1996, 7 000 en 2025. Des centaines de milliers de femmes violées, des dizaines de milliers d'enfants dans les mines. Ces chiffres ne figurent dans aucun accord commercial, aucune clause de compensation, aucun mécanisme de justice. Le monde a besoin du cobalt congolais pour ses voitures électriques, ses téléphones, sa transition verte. Ce besoin ne disparaîtra pas. La question est de savoir si le Congo peut transformer cette dépendance mondiale en levier de négociation, ou s'il continuera à subir la loi du plus fort. Maduro est tombé parce qu'il a osé nationaliser le pétrole vénézuélien. Lumumba est tombé parce qu'il a osé réclamer l'indépendance économique du Congo. Entre les deux, 65 ans se sont écoulés. Rien n'a changé dans la logique de la prédation. Seuls les noms des ressources convoitées ont évolué. La malédiction des ressources n'est pas une fatalité géologique. C'est une construction politique. Elle peut être déconstruite. Mais à quel prix et par qui ? C'était Inside News Review. La réponse vous appartient.